Il existe une attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. Il s'agit du racisme. Et puis à côté de cela, il y a la dépénalisation de l'homosexualité qui est un mouvement mondial des droits de l'homme visant à empêcher toute forme de pénalisation des pratiques homosexuelles ou de l'orientation homosexuelle ou encore de l'identité de genre. Voici les grandes lignes de ce plateau spécial. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Ce plateau spécial se consacre à un thème, racisme dans le monde, dépénalisation de l'homosexualité, lutte pour l'inclusion. Vous l'aurez compris, avec nous sur ce plateau, nous avons deux invités. Il s'agit du docteur Stephen Jackson, qui est coordonnateur du système des Nations Unies, qui a accepté notre invitation. Et puis, à ses côtés, il y a Madame Françoise Ndayishimiye, représentante de l'ONU-SIDA au Gabon, qui, elle également, a accepté notre invitation pour aborder cette question. Bienvenue à vous, Madame et Messieurs. Merci Alors, beaucoup. avec vous, on parle de ces deux problématiques, mais d'abord, pour parler du racisme, aujourd'hui, je me tourne directement vers vous, docteur. Lorsqu'on parle du racisme, y a-t-il de souvenirs que cela vous rappelle? Oh, bien sûr, et merci beaucoup de l'invitation, merci beaucoup de la question, merci beaucoup d'avoir rejoint ces deux thématiques sur lesquelles on va toucher, qui pour nous constituent deux dimensions de cette grande problématique de l'inclusion, comme vous le dites. Oui, concernant le racisme, je me souviens très bien de l'ère de l'apartheid. Ce système honteux qui prévalait pendant des décennies en Afrique du Sud, il constituait l'incarnation, et par le système légal d'ailleurs, hein, d'un racisme pur et féroce et dégueulasse. Et les Nations Unies, comme vous le savez très bien, monsieur, les Nations Unies étaient fondées depuis leur début. Nous célébrons cette année 75e anniversaire des Nations Unies. Ouais. Depuis le début des Nations Unies, nous étions contre toute forme de discrimination. Et lors de la période de l'apartheid, c'était les Nations Unies conjointement avec les pays de ce beau continent de l'Afrique qui ont lutté inlassablement contre ce fléau, ce système, comme je dis, dégueulasse de l'apartheid. Et quand j'étais jeune en Irlande, c'était une fierté pour moi de marcher dans les rues de Dublin, notre capitale, pour manifester notre honte envers ce système d'apartheid. Et main à main, je me souviens très bien quand Winnie Mandela a visité mon pays et j'étais étudiant à cette ère-là. Et c'était une fierté pour moi. Et je peux peut-être dire que cette lutte, et là j'en termine, cette lutte contre le racisme dans le monde m'a peut-être inspiré de m'associer tout au début aux Nations Unies. Alors, évoquons le racisme dès l'entame de cette émission, puisque c'est de cela dont il est question. On l'a vu en 2019. Les actes de racisme ont considérablement augmenté dans le monde. Tous ces faits relèvent de la catégorie menace. Comment justifier l'effectivité du racisme? Et là, je me retourne vers vous, Madame Françoise Ndayishimiye. Comment justifier l'effectivité du racisme au XXIe siècle? Actuellement, merci d'abord pour cette question et pour surtout avoir lié les deux questions comme Steven était en train de le dire. En fait, quand on pense au racisme dans le monde actuel, on se demande si l'homme a pu évoluer comme on le dit. Ouais. Et en fait, c'est une forme de discrimination qui n'a pas sa place parce que le racisme va influer directement sur la personne humaine, mais également sur le développement au niveau des nations. Ouais. Et parlant, puisque je suis beaucoup plus dans la santé publique, le racisme également, c'est un frein. C'est un frein à l'accès aux services, parce que dans des peuples où le racisme est élevé, le peuple qui est discriminé ou bien qui est victime de ce racisme n'arrive plus à avoir accès aux services. Et c'est de cela que, au niveau des Nations Unies, mais également au niveau de l'ONU-SIDA, on se dit qu'il n'y a pas de racisme
n'a pas de place. Et ça, c'est également en termes même de ressources humaines. Dans l'utilisation des ressources humaines, on a des expertises de part et d'autre. Et ça, c'est des questions qui commencent à se discuter, même au niveau des Nations Unies. On doit regarder même comment est-ce que nous sommes en train de travailler là-dessus et au niveau de toutes les nations, comment est-ce que nous prenons en compte cette partie-là du racisme pour pouvoir le vaincre ensemble. Alors souvent, on pointe du doigt les États-Unis, mais et aussi certains pays de l'Occident. Or, lorsqu'on parle de racisme, même sur le continent noir, on l'a souvent vu. Comment l'expliquer, docteur? Bon, merci d'avoir élargi la question, parce que malheureusement, le racisme et la discrimination existent dans tous les pays du monde, y compris le mien, je le reconnais. Pour moi, il y a au moins deux façons de cette question qui expliquent pourquoi ça existe toujours. Il y a un aspect psychologique et un aspect politique. L'aspect politique, c'est simplement que c'est un phénomène haineux que instrumentalisent parfois les leaders politiques. On peut imaginer, on peut citer Hitler en Allemagne dans le passé, on peut citer les leaders de l'apartheid, etc., etc. C'est utile parfois de diviser pour régner, n'est-ce pas? C'est pour cela que je parle de l'instrumentalisation. Mais il y a aussi... Des manigances politiques. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi un aspect psychologique qui est simplement le peur envers des autres qui paraissent différents de nous. Bah, voyons, les peaux sont différentes, Oui. hein? Mais c'est ma Par la sœur. couleur de la peau, on Oui, a des... mais elle est ma sœur. Oui. Mais pourquoi est-ce que je la reconnais comme ma sœur? Parce qu'on se connaît. On se connaît très bien. Nous travaillons ensemble depuis maintenant des années. On est des amis. On connaît des familles. Et pour moi, la connaissance, la découverte des soi-disant autres, c'est à ce moment-là que vous découvrez qu'ils ne sont pas des autres, ils sont des êtres humains. Mais malheureusement, l'être humain a cet instinct parfois de se méfier de l'autre. Hein? Quelqu'une qui est différent de race, de religion, de croyance, de peau, de genre, et bientôt on y arrive, de sexualité. Mais à la fin, nous sommes quoi? Nous sommes des êtres humains. Et les Nations Unies sont là pour vous protéger en tant qu'être humain, parce que tout être humain est égal. Alors, j'ai envie de vous poser la Oui. question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les influences qui pourraient venir de l'extérieur ne seraient pas aussi à l'origine de certains actes de racisme que l'on peut souvent constater dans les différents États? Bon, certainement. Il y a rien à cacher. Il y a un mouvement mondial maintenant conservateur, extrémiste. Est-ce qu'il y a un programme de lutte derrière ça mené par les Nations Oh, bien Unies, sûr, par exemple? bien sûr, Sinon, qu'est-ce sur qui tous est les fait fronts. depuis ce nombreux Je peux vous ces citer nombreuses années? juste quelques petits exemples, mais je crois qu'importants. Tout d'abord, au niveau de Genève, le Conseil de droits de l'homme à Genève a organisé, sous demande des pays africains, Oui. un grand débat concernant le racisme et la brutalité policière Oui. dans le monde, pour ne pas citer quelques pays que peut-être on peut citer. Mais il y a aussi tout un système. Alors, il y a un rapporteur des Nations Unies pour combattre la haine identitaire. Il y a un rapporteur pour combattre le discours de la haine. Il y a un rapporteur qui veille et qui monitore le racisme. Il y a toute une structure de cela. Mais il y a aussi, et là sur le plan de tout ce que nous faisons sur le plan national ici au Gabon et dans les autres pays, on accompagne les peuples, la société civile, les gouvernements à combattre ce fléau où ça se trouve. Parce qu'il n'y a aucune société, malheureusement, sur la planète qui est immunisée de manière permanente à la discrimination. Contre le racisme. Alors Ouais. là, je vous pose la question à vous, Françoise Naïchimi. Comment expliquer qu'aujourd'hui, sinon quelles seraient les causes de ce racisme dans la société, tant africaine qu'occidentale et autres, puisque la différence de peau, de race, d'ethnie et de religion ne devrait pas pouvoir être un frein. Nous sommes tout de même au XXIe siècle.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, au XXIe siècle, c'est inacceptable. Mais les causes, les raisons, je pense qu'il y a la non-acceptation de de l'autre. l'autre. Oui. La non-acceptation de l'autre et la perception de la différence plutôt que de voir la complémentarité avec l'autre. Oui. Et puis, il y en a aussi qui le font par mauvaise information ou par probablement, je dirais, une façon de se protéger. On a l'impression qu'on se protège contre l'autre, alors qu'il n'y a pas vraiment moyen de se protéger contre l'autre parce que vous devez travailler ensemble pour avancer. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas expliquer ça. C'est Mais quel sera le inexplicable. message, justement, puisque le monde devient un village planétaire? On devrait pouvoir se sentir bien que l'on parte de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique centrale, donc le Gabon pour les États-Unis, se sentir bien, tant que l'on soit en règle avec cet État, tant que l'on ait les capacités de résider dans cet État. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Quel devrait être le message qu'il faut porter à travers le monde pour que l'on sorte du racisme? Le grand message, c'est de dire que le peuple est unique. Hein? Nous sommes tous un même peuple. Il n'y a pas de blanc et noir, il n'y a pas de rouges et jaunes. On est tous les mêmes. Et avec la mondialisation, on est appelé à travailler, à être toujours ensemble. Je pense que le racisme n'a pas sa place dans le monde. Et je vous dirais qu'il y a même des actions de racisme que nous faisons sans même le savoir quand nous commençons à étiqueter l'autre comme différent de nous, Oui. alors qu'il n'y a que la race normalement humaine. Mais on a la race humaine, mais on arrive à trouver la différence entre deux races. Moi, je viens d'un pays, le Burundi, qui a même d'autres sortes qui a trouvé d'autres sortes de diviser entre deux peuples qui parlent la même langue, qui œuvrent de la même façon, qui est sur le même territoire, qui a les mêmes noms, mais qui ont trouvé cet ethnisme. C'est une autre chose qui n'a pas de sens aussi d'exister aujourd'hui au 21e siècle. Mais je suis tenté de vous demander, justement avant de passer la parole au docteur, avez-vous l'impression qu'au niveau des organismes internationaux, il y a quand même quelques manquements pour amener les États du monde à comprendre l'importance d'évoluer ensemble? Parce qu'on parle de pauvreté d'un État à un autre, Ouais. mais des questions de racisme s'infiltrent aussi à travers les conditions de vie. Je ne dirais pas qu'il y a des manquements, mais je dirais plutôt qu'il y a beaucoup encore à faire. Oui. Il y a beaucoup à faire parce qui que doit le faire? tout le monde. Et la société, tout le quand on monde parle à des son Nations Unies, Oui. les Nations Unies, c'est tous les nations. Hein. En fait, c'est même pas ça la signification des Nations Unies, c'est tous les nations. Je pense que chacun, et ça commence par l'individu, ça commence par moi, ça commence par lui, ça commence par l'autre. Si on a un mouvement de personnes qui sont contre le racisme, qui sont contre la discrimination de l'autre, je pense que c'est de là qu'on pourra faire un monde uni. Il y aura toujours des gens qui voudront diviser pour régner, ou alors diviser pour d'autres raisons. Mais si le monde unit des uns et des autres, je pense que le racisme pourra diminuer. Et c'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le racisme en Amérique, ce n'est pas uniquement les Noirs qui sont en train d'en parler. En Europe, ce n'est pas seulement les Noirs qui sont en train de parler du racisme contre les Noirs. On parle moins du racisme contre les Blancs, mais je me dis également que ça existe quelque part. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup de violence, mais je pense qu'il faudrait traiter la question d'une manière assez globale. Alors là, il s'agit justement de l'acceptation de l'autre, avec ses différences. Et donc, le simple fait de parler d'inclusion dans un monde global où chacun joue sa partition, n'est-il pas déjà un signe de racisme? Docteur, je vous pose la question à vous. Ah, mais bien sûr. Ben, écoute, ce que le docteur Ndayishimiye vient de dire, c'est absolument vrai. Le fait que je peux me présenter devant vous en tant que blanc, en tant qu'homme, et simplement de dire « Ah oui, je suis contre toute discrimination », c'est trop facile pour moi. Hein? J'ai bénéficié de toute une structure, toute ma vie. Hein? J'ai bénéficié de toute une structure de discrimination en mon faveur. Hein? Et très bien, je suis contre
mais je ne peux pas refuser qu'il nous reste toute une montagne à surmonter, une structure pernicieuse de haine, de discrimination structurée dans ce monde. Et bon, j'en plains, je suis contre, mais ce n'est pas pour refuser l'ampleur du défi, basé, comme j'ai déjà dit, d'un côté sur l'instrumentalisation et de l'autre côté sur la méfiance et la non-connaissance de l'autre. Et d'ailleurs, Françoise, tu as déjà mentionné les anthropologues. Je suis anthropologue de confession. Il y a toutes les recherches possibles qui montrent que le moment que tu commences à connaître quelqu'une de l'autre groupe, chez vous, chez toi, c'est les deux ethnies. Chez nous, en Irlande, c'est les deux confessions, protestants, catholiques. Mais on peut aussi parler de la sexualité, des races, etc. Mais le moment que tu commences à connaître quelqu'un de cet autre groupe, les murs tombent. Alors, c'est la connaissance, l'éducation et la lutte qui ne cessera jamais d'éduquer, d'encourager les gens, d'inclure. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que les sociétés qui sont inclusives sont plus paisibles, plus solides, plus heureuses, plus économiquement fortes. Il y a toutes les recherches possibles. La discrimination, ça mine à la qualité, pas seulement de ceux qui sont discriminés, mais même les autres aussi. Alors, pour moi, bon, je crois que vous pouvez détecter que c'est un aspect de foi pour moi, en tant que fonctionnaire des Nations Unies et en tant que Et c'est normal, sinon vous humain. n'occuperez pas vos fonctions. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. Et j'ai bénéficié toute ma vie de ce système, un tout petit peu. Alors, qui doit aujourd'hui mener cette lutte? Et contre qui? Parce que la question, elle est importante. Si l'on veut aller plus loin, il faut apprendre à reculer pour mieux sauter. On va peut-être repartir aux origines. Parfois, c'est difficile d'accepter certaines histoires. Vous êtes anthropologue aujourd'hui. Certains historiens reviennent sur des éléments liés au racisme. Qui doit aujourd'hui mener cette lutte? Et contre qui? Docteur Françoise. D'abord, on ne va pas lutter contre qui? Voilà, c'est avec qui? Qui doit lutter et avec qui? Là, comme nous sommes ici représentant les Nations Unies, je pense que les Nations Unies ont le rôle d'information et d'accompagnement. Mais les États en soi, ce sont eux-mêmes qui doivent lutter contre le racisme, contre les inégalités, accompagnés par, je dirais, les accompagnateurs techniques qui donnent les informations du pourquoi et qui donnent également certaines explications de l'historique, des études qui permettent à la personne de mieux comprendre. Mais quand je parle également des États, c'est les personnes qui composent les États. Il faut que ça commence en famille. Si je commence de parler de la discrimination, de la stigmatisation, du racisme dans ma famille pour dire « oh, c'est blanc là, oh, c'est noir là », ça devient un problème qui commence par là et le jeune va croître avec, va avoir tout l'âge avec. Donc, je pense que la formation est essentielle, l'information est essentielle et qui lutte avec qui, c'est nous tous. Et je pense que les Nations Unies a son rôle éducatif et d'accompagnement, mais les États et les individus, les communautés ont leur rôle vraiment pour pouvoir lutter contre le racisme. Alors, je suis tenté de vous poser la question de savoir, est-ce que le travail abattu par les Nations Unies aujourd'hui est suffisant lorsqu'on parle de racisme? Bon, le fait que Est-ce que les chiffres sont satisfaisants lorsqu'on parle de racisme, par exemple? Non, les chiffres ne sont pas du tout satisfaisants. Et vous l'avez bien dit dans votre introduction, monsieur, que malheureusement, nous voyons maintenant une recrudescence du racisme dans le monde. Bon, nécessairement... Et au XXIe siècle, c'est quand même déplorable. Absolument déplorable. Et nécessairement, ça nous pose des questions. Ça nous pose tous et toutes des questions. Est-ce que nous luttons avec une force suffisante, avec une détermination suffisante?
je vous ai déjà dit, pour nous, les Nations Unies, nous voyons que n'importe quelle forme de discrimination, il y a au moins 3 raisons pour la confronter. Euh, Tout d'abord, la discrimination, c'est injuste, moralement, légalement. La discrimination, c'est politiquement bête, parce que ça produit des sociétés qui sont faibles, qui sont instables, qui sont exposées au moins au courant de l'instabilité, éventuellement peut-être des conflits, des guerres. Et troisièmement, ce n'est pas efficient économiquement. Vous exclusez toute une proportion de la population qui peuvent Bien sûr. contribuer. Ouais. Alors au moins, il y a 3 éléments. Mais le simple fait de répéter cela ne vous satisfera pas, j'en suis sûr et certain, parce que le fait que le racisme s'augmente, 21e siècle, c'est déplorable. Et alors, il faut que nous redoublions nos efforts. Qu'est-ce toutes et que toutes. comptent faire, par exemple, les Nations Unies aujourd'hui? Vous demandez sur Sur le le long scène terme? planétaire Ben ou, oui, oui. oui. Bon, Dans le monde, qu'est-ce que comptent faire les Nations Unies aujourd'hui? Bon, on a tous les instruments possibles légaux pour monitorer et alors pour agir. Alors, nous, chaque année, nous évaluons D'accord. au niveau mondial ce phénomène, ce fléau de racisme, et nous agissons. Mais les pouvoirs des Nations Unies, nous n'avons pas une armée. Nous n'avons pas des instruments d'obligation. On peut dénoncer et nous dénonçons avec férocité le racisme. Mais à D'accord. la fin, c'est les gouvernements et les peuples qui doivent agir. D'accord. Est-ce que les victimes sont tout de même accompagnées? Un tant soit peu. Les victimes du racisme, bon, je peux dire oui dans une situation de vraie guerre, d'un conflit, mais bon, le rôle, encore une fois, des Nations Unies dans un pays stable et mature comme le Gabon, c'est d'accompagner et d'aider le gouvernement et la société. Même chose dans tous les autres pays, hein, n'est-ce pas, d'accompagner les victimes. Ouais. Et bon, on peut citer les grands pays en Occident où, je dois dire, les Nations Unies ne sont pas là sur le plan opérationnel, où se trouvent les graves incidents qu'on a regardés avec horreur à la une tout dernièrement. Alors là, on peut dénoncer, on peut encourager, et ensuite, c'est au gouvernement et aux populations. Docteur François souhaite Oui. sans Oui, oui. doute réagir. Oui, oui. Mais justement, je vous pose à la suite également la question, vous aurez également le temps d'y répondre. Lutte contre le racisme aujourd'hui dans le monde, mythe ou réalité? Mais vous pouvez réagir hein, sur ce qui a été dit. Bon, je vais commencer par le dernier, mythe ou réalité. Je pense que lutte contre le racisme est aujourd'hui une réalité. Oui. Hein, je ne pourrais pas dire que c'est un mythe. C'est une réalité parce qu'on doit le faire et on n'a pas de choix que de le faire. Maintenant, pour revenir aux actions au niveau des Nations Unies, je vais donner l'exemple de l'organisation de lutte contre le sida qui est l'ONU-SIDA. Ouais. C'est une question qui est à la une dans les actions au niveau du personnel même. Ouais. Il est possible de pouvoir agir au sein d'une organisation, mais pour le reste, auprès de la société pour laquelle nous intervenons, nous ne faisons que donner des conseils. Et au sein de l'organisation, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on a mis les structures qui font que quand un personnel de l'ONU-SIDA est victime d'une remarque raciste ou autre, on sait où se diriger et il y a des actions qui peuvent être menées contre l'auteur. Là, c'est au sein du personnel de l'ONU-SIDA. Maintenant, nous sommes dans la société, nous travaillons avec les personnes où on peut trouver les actes de racisme. Là, notre rôle, c'est de sensibiliser et c'est de donner les informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de coordination avec, enfin, que dis-je, une sorte d'amélioration en matière de gestion de ce genre de phénomène avec les différents États, de façon à ce que les organismes internationaux ont tout de même un peu de pouvoir, de façon à interpeller pour que ça serve tant de leçons pour ceux qui sont à l'origine de ces actes, mais ceux également qui se retrouvent à être victimes des actes de racisme. Il y a comme un laisser-aller, oui.
On dira que les organismes internationaux ne sont que consultatifs, par exemple. Mais quand même, un organisme international, lorsqu'un pays ratifie à son fonctionnement, doit pouvoir également servir de façon à apporter un plus à la société. Le racisme existe. En Afrique, il est palpable. Et c'est encore d'autant plus grave en Afrique qu'en Europe, pour les simples et les rares cas qui sont observés et rendus publics. Alors pourquoi ne faudrait-il pas qu'il y ait un meilleur engagement des organismes internationaux sur les questions liées telles qu'à celles du racisme? Parce que le racisme peut avoir plusieurs formes. On peut être un Camerounais vivant au Gabon et être victime de racisme, du fait de l'ethnisme, des origines et autres. Je pense toujours que le rôle des Nations Unies ne sera jamais d'acteur sur terrain. On sera en train d'accompagner, de sensibiliser et de donner les arguments de pourquoi agir dans le sens le mieux indiqué. Mais on n'a pas le pouvoir parce que, vous savez, les États sont indépendants. Les États sont indépendants, les individus sont indépendants. On ne peut pas aller imposer notre façon de voir ou notre façon d'agir. Le monde devient un village planétaire. Oui. Parce que ce qu'on peut faire, c'est juste de donner les orientations, de donner les argumentations de pourquoi, de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est à l'État vraiment de pouvoir agir par rapport à ce genre de choses. Docteur Stéphane, que retenir aujourd'hui en ce qui concerne le racisme, vous qui représentez aujourd'hui les Nations Unies dans cette émission? Bon, j'aimerais retourner à la question de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Parce que pas de course, je vous prie. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Ah, ok, voilà. Très bien. Ok, rapidement. Françoise a exactement raison. Les Nations Unies ne sont pas là pour juger ou obliger. Nous ne sommes pas mandatés pour sanctionner, mais simplement pour conseiller. Alors, pour moi, c'est à nous d'encourager tout le monde à reconnaître la valeur dans l'autre. Et pour moi, c'est une lutte qui va continuer, mais à laquelle je suis absolument consacré. D'accord. Merci. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission. Restez des nôtres sur Gabon 24. Ce plateau spécial se poursuit. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré justement au racisme dans le monde. La dépénalisation de l'homosexualité, lutte pour l'inclusion. Avec nos invités, il y a toujours sur ce plateau le docteur Stéphane Jackson, coordinateur du système des Nations Unies pour le Gabon, Françoise Ndayishimiye, représentant de l'ONU-SIDA au Gabon, qui ont accepté notre invitation. Alors, parlons à présent de la dépénalisation de l'homosexualité. Vous suivez de près l'actualité du pays, les réactions face à la dépénalisation de l'homosexualité, notamment celles qui sont contre, sont nombreuses. Quelle est votre lecture aujourd'hui après tout ce qui a pu se dire? Il y a eu justement le premier vote au niveau de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement gabonais, ensuite au niveau du Sénat, la haute chambre du Parlement. C'est vrai qu'après, le vote a dû être reporté, après une première lecture et une deuxième, mais aujourd'hui, la loi a été promulguée. Quelle est la lecture que vous faites? Merci beaucoup encore une fois. Bon, pour reprendre ce que nous avons discuté lors de la première partie de la discussion, les Nations Unies ne sont pas là pour juger, nous sommes là pour accompagner, pour conseiller. Mais cela étant dit, pour nous, l'homosexualité, ça fait aussi une dimension de l'être humain. Nous sommes contre toute forme de discrimination. Alors pour nous, les Nations Unies, nous saluons cette dépénalisation de la part du Gabon et nous aimerions saluer le rôle qu'a joué son Excellence le Président, Premier ministre, le gouvernement, les membres du Sénat et de l'Assemblée nationale pour ce que nous regardons comme une étape importante, progressive et tout à fait en ligne avec la Constitution gabonaise. Parce que cette Constitution gabonaise, n'est-ce pas, reconnaît dans son préambule comme droit fondamental de tout être humain au libre développement de sa personnalité. Alors, tout d'abord pour nous, le point de départ, c'est la Constitution gabonaise. Et pour nous, comme je vous ai dit, monsieur, pour nous, les Nations Unies, nous sommes contre toute forme de discrimination. Alors, je suis tenté de vous demander, qu'est-ce que la dépénalisation apporte concrètement à un pays? Pour parler du cas du continent noir, à un État comme le Gabon, parlons de la dépénalisation de l'homosexualité. Mais tout d'abord, ça retire une pénalisation
de quelqu'un ou de quelqu'une pour quelque chose qu'il ou elle est, de nature. Hein, de nature. Et nous avons tous et toutes le droit d'avoir nos opinions à nous, mais le fait de définir comme crime un aspect de l'amour, pour moi et pour les Nations Unies, c'est difficile à accepter, je dois dire. Et pour nous, le fait d'avoir dépénalisé, ça reconnaît maintenant la lutte contre la stigmatisation de l'autre. Et pour nous, comme on a beaucoup déjà discuté, c'est un principe chéri pour nous. D'accord. Docteur Françoise, je vous passe la parole également. Vous pouvez reposer la même question aujourd'hui, d'ailleurs la dernière. Qu'est-ce que cela représente concrètement pour un État africain? Je vais d'abord parler au nom de l'ONU-SIDA. Pour nous, la dépénalisation de l'homosexualité, qui est différent de la légalisation de l'homosexualité, c'est chose que nous avons saluées et félicitées, que ce soit au moment où ça a été décidé au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au moment où ça a été décidé au niveau du Sénat et jusqu'à la promulgation. Parce que pour nous, c'est encore une fois, au risque de répéter ce que vient de dire Steven, un droit de l'homme qui est mis. Mais en plus de cela, au point de vue de santé publique, on a remarqué que la dépénalisation améliorait la vie des personnes pénalisées, donc cette minorité sexuelle, et qu'en termes de lutte contre le sida, qui nous concerne, on arrive à mener des actions en faveur de toutes sans laisser personne pour compte. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une loi qui pénalise, moi, docteur Françoise Ndaï-Chimiye, je ne suis pas autorisée de travailler avec ces personnes-là pour leur donner les informations qui concernent leur santé. Et sinon, je serais aussi partie prenante de ça. Mais quand il n'y a pas la pénalisation, donc quand il n'y a pas une loi qui pénalise, ça me permet de pouvoir agir et de pouvoir faire les activités de prévention et de prise en charge en faveur de ces personnes-là, quelle que soit cette minorité. Donc voilà pourquoi je dis que nous avons salué et que je pense que c'est vraiment quelque chose qui était attendu parce que en fait, quand la pénalisation a été incluse, c'était un retour en arrière. Il y a plein de pays aujourd'hui qui sont en train de voir comment dépénaliser parce qu'ils n'avaient jamais dépénalisé. Le Gabon pénalisait plutôt. Le Gabon n'avait jamais criminalisé ça et c'est venu d'un moment à l'autre. On l'a vu que c'était là sans savoir pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça va apporter plutôt pour ces personnes ou pour la nation, alors qu'en restant neutre, sans pénalisation, ça a aidé à ce que ces personnes-là puissent avoir les mêmes droits que les autres parce que c'est leur État, ce n'est pas des choses qu'eux-mêmes ils ont cherchées. Parce qu'on pourrait aller comparer avec d'autres États innés, tels que même l'albinisme et l'autre. Là, on va aller, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui, je sais que je suis en train de mener au niveau de l'ONU-SIDA, on est en train d'en discuter pour informer les gens. Et c'est par manque d'information que la plupart des personnes agissent, mais des fois, il y a des gens qui sont informés et qui agissent en même temps contre ça. Alors, docteur Stéphane, quelle est la différence entre dépénalisation et légalisation? On a écouté un peu ce que venait de dire le docteur Françoise. Oui, légalisation serait, ce n'est pas le cas actuellement, mais serait quelque chose allant dans un sens positif, progressiste, hein, légaliser quelque chose. Dépénalisation, c'est simplement retirer la punition pour quelque chose. N'est-ce pas une forme d'autorisation, tout de même? Non, c'est simplement un retour à la situation qui existait déjà, comme le docteur disait. Avant cela, avant 2019, le Gabon se trouvait parmi une dizaine de pays en Afrique qui n'a jamais criminalisé l'homosexualité. Il y en a beaucoup, il y en a 10. Hein. Et maintenant, le Gabon se trouve parmi les autres 10. Alors là, on est déjà presque à la moitié des pays du continent africain, n'est-ce pas, avec 20 pays. Le Gabon se compte parmi les pays qui ont simplement
dépénalisé. Hein. Ils ont retiré la pénalité pour une soi-disant crime. Et pour nous, c'est très important. Ce n'est pas du tout une promotion ou une obligation à tout le monde de devenir demain homosexuel ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est simplement de reconnaître le droit, comme la Constitution dit, au libre développement de la personnalité de l'autrui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les États africains? Prenons le cas du Gabon, par exemple. La Constitution confère justement la liberté fondamentale. Mais en même temps, en se référant au Code civil, lorsqu'on parle du mariage, on parle de l'union entre un homme et une femme. Ensuite, il y a qu'il faut permettre à d'autres d'avoir une orientation sexuelle selon leur choix. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au fil du temps, une sorte d'ambiguïté entre ce que dit la Constitution, entre ce que dira le Code civil sur la constitution de la cellule familiale? Doit-on croire que les pays africains devraient également, eux, aller vers la légalisation du mariage pour tous et que les Nations unies souhaiteraient justement que ces pays africains aille dans ce sens? Je comprends la question, mais ma réponse est non. D'accord. Tout d'abord, pour les Nations unies, nous sommes contre la discrimination. C'est ça notre point de départ. Et en dépénalisant l'homosexualité, le Gabon a simplement éradiqué une discrimination. Hein? La question de l'avenir, c'est pour le Gabon et son peuple. Et toute société au monde, je crois, est en train de débattre les telles questions. Et, au Gabon de déterminer son avenir. Mais au moins, vous avez éliminé une criminalisation. Et ça, c'est quelque chose de très cher aux Nations unies. Et si vous lisez les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est exactement en conformité avec cela. Parce qu'on est contre la stigmatisation. Juste comme on est contre le racisme, on est contre toute autre forme de discrimination. En dépénalisant, le Gabon l'a déjà fait. Et l'avenir, c'est pour le Gabon. Alors, docteur Françoise, aujourd'hui, les Africains se plaignent sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité, brandissant le fait qu'il faut pouvoir garder nos valeurs traditionnelles, ancestrales et autres. Quel regard porter sur la question aujourd'hui? Je suis africaine. Je suis africaine, je suis bantou. Et je le constate bien. Oui. Et ça fait un bon moment que je discute maintenant depuis qu'on parle d'homosexualité. Je n'avais jamais discuté de cette question avec les gens. Je suis vraiment dans le fin fond parce que c'est même le rôle de l'organisation que je représente de donner les informations comme je vous le disais. Et j'ai fait quelques recherches et aujourd'hui on se rend compte que en fait on est en train de jouer un peu à l'autruche, de penser que l'homosexualité ça vient d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui a toujours existé dans le monde et en Afrique. Dites-nous, je suis aujourd'hui d'entendre. Et en Afrique. Oui. Seulement l'appellation du mot homosexualité, c'est pas les appellations qui existent. Donc, ce n'est pas les mêmes mots qu'on utilise. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'au moins dans tous les pays, toutes confondues, il y a des risques qu'une femme naisse, parmi toutes les femmes qui naissent, il y a au moins 1% des femmes qui naîtront avec une orientation sexuelle homosexuelle. Et 2% et parfois 2,5% des hommes qui naissent vont naître avec une orientation sexuelle homosexuelle. Et ça, ce n'est pas uniquement dans l'étranger ou en Afrique. Mais là, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé. Je comprends les attitudes de certaines personnes, finalement, maintenant, à travers vos explications. on a l'habitude de jouer à l'autruche. Ouais. On a l'habitude de cacher réellement ce que les gens ressentent. Aujourd'hui, je vous dis, on est en train de discuter de cette question ici. Et moi, qui vous parle, je discute dans la communauté que je vis ici, où il y a les Gabonais et les non-Gabonais, où j'essaie d'expliquer mon attitude, parce qu'on pense que je suis dans train de faire la promotion de l'homosexualité. Loin de là. Je suis en train juste de donner les informations que j'essaye de recueillir à gauche, à droite. En plus de cela, je vais ajouter que je suis chrétienne, très pratiquante.
Mais ce que m'enseigne mon catholicisme, c'est aussi l'acceptation de l'autre, c'est aussi l'accompagnement de l'autre. Et je rappelle que c'est le représentant de l'ONU-SIDA au Gabon qui parle. De l'ONU-SIDA qui parle, ouais. C'est aussi l'acceptation de l'autre. Et voilà, je pense que par rapport à ça, vraiment sincèrement, c'est quelque chose, l'homosexualité, c'est pas une chose qui est venue d'ailleurs, mais seulement l'expression aujourd'hui. Je pense que les États ne sont pas au même niveau d'expression. Hein, parce qu'il y en a, la sexualité, même l'hétérosexualité, on n'en parle pas ouvertement. C'est une question taboue quand on parle de la sexualité. Ouais. Donc ça, c'est encore plus tabou. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, que même en termes de moralité, des us et coutumes, on a, comme on vous le disait, à peu près aujourd'hui 20 pays, et ce n'est pas 20 pays africains, là je parle des pays africains, et qui ne pénalisent pas l'homosexualité. Et ce n'est pas les pays qui sont loin de chez nous. On peut commencer à côté de Guinée équatoriale, on peut parler des pays ouest-africains comme par exemple le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire. C'est des pays qui n'ont jamais pénalisé l'homosexualité parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, il y a déjà ça, mais on n'en fait pas une histoire. En fait, le problème, je pense, qui s'est passé au Gabon, c'est d'avoir inclus cette pénalisation en 2019. Parce qu'avant, les gens vivaient normalement et on sait que parmi nos connaissances, parmi des gens que nous connaissons, probablement qu'il y a des gens homosexuels qui ne nous dérangent en aucun moment parce que... Alors docteur, justement, docteur, lorsqu'on écoute le docteur Françoise exprimer son avis sur la question, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une sorte de conflit entre modernisme et traditionnalisme? Merci de la question. Je n'oserais pas parler, bien sûr, comme un blanc, comme un Européen. Je n'oserais pas parler de la tradition gabonaise. Permettez-moi de parler, de faire le comparaison avec la tradition irlandaise. Je vous en prie. Bon, parce que nous aussi, en Irlande, nous avons eu des mêmes conversations et des mêmes évolutions. Quand j'étais jeune, chez nous, l'homosexualité était criminalisée. Et nous, d'ailleurs, nous étions parmi les derniers pays dans l'Union européenne de la décriminaliser. Oui. Mais la tradition, bon, tout d'abord, il y avait ceux qui disaient « non, ce n'est pas conforme avec notre tradition irlandaise ». Mais il y avait des autres qui disaient toujours « non, mais notre tradition irlandaise, ok, très bien, elle a ses mœurs, elle a ses valeurs, mais cette culture a toujours été ouverte et tolérante de l'autre. N'est-ce pas que ça aussi, cette ouverture, cette tolérance de l'autre, c'est une tradition? Et heureusement, c'est le point de vue qui a prévalu. Même chose maintenant. Il y a ceux qui disent, pour faire le pont avec le racisme que nous discutions, chez nous en Irlande, il y a ceux qui disent de l'extrême droite, notre pays, c'est un pays blanc. Traditionnellement, il n'y avait jamais quelqu'un avec un peau noire ici. Qu'est-ce que vous faites maintenant avec vos immigrés, avec vos... Hein? Il y a une xénophobie et nous en souffrons beaucoup en Irlande. Mais il y a aussi des Irlandais et des Irlandaises blancs comme moi qui disent non, notre tradition a toujours été l'ouverture envers l'autre, l'acceptation de l'autre. C'est une valeur traditionnelle. Et là, je suis tenté maintenant, ok, je me contredis, juste pour terminer, j'ose de parler maintenant de la tradition gabonaise. La tradition gabonaise a toujours été ouverte à l'autre. Vous êtes parmi les pays qui ont accueilli depuis des décennies Alors, ce serait des immigrants. En regardant la caméra. Voilà. En vous adressant aux Gabonais. Oui, mais voilà, vous avez toujours accueilli, ici au pays, des réfugiés, des migrants, des blancs comme moi. Moi, je n'ai jamais, j'aurais dû le dire dans la première partie, je n'ai jamais expérimenté un cas de racisme à mon encontre ici au pays, au Gabon. Vous êtes chaleureux, vous êtes accueillant, hein? Vous êtes un pays tolérant, vous avez une constitution qui insiste là-dessus. Et, bon, oui, pour retourner à votre question, monsieur, les traditions, il y a toujours une danse entre la modernité,
l'évolution et l'histoire. Et pour moi, la culture se trouve au carrefour de ces tendances-là, tout en retenant ce qui est historiquement de valeur et en modifiant ce qui doit être modifié. Sinon, on peut parler, je ne sais pas, des pays où l'esclavage était une tradition. Est-ce que c'est une tradition qu'on va préserver? Non. Pas tout aspect d'une tradition est bonne, n'est-ce pas? Alors, voilà. C'est toujours un équilibre. Mais ce qui compte pour moi, c'est que le Gabon a toujours été un pays tolérant. Et je l'admire fortement. Et j'aurais voulu voir quelques autres pays avec une constitution aussi ouverte à l'autre et une disposition politique aussi ouverte à l'autre, comme le Gabon, avec son attitude de toujours recevoir et accueillir et protéger des réfugiés. D'accord. À vous entendre, je suis tenté de vous demander, est-ce que le Gabon ne s'inscrit-il pas dans une dynamique continentale simplement? Oui. Peut-être face aux exigences de l'heure, il faut pouvoir faire comme tout le monde pour obtenir ce que tout le monde pourrait obtenir. Mais comme ma sœur Françoise a déjà dit, vous êtes vous vous trouvez maintenant dans une tendance continentale de modernisation. Est-ce une obligation continentale? Je repose la question sous une autre forme. Non. Obligation, non. Persuasion, peut-être. Et nous aussi, j'espère que les Nations Unies, nous ne sommes pas ici comme simplement des idiots. Hein. Nous essayons de persuader, mais avec gentillesse, avec diplomatie, j'espère. Mais le Gabon s'est toujours imaginé aussi comme un pays moderne de l'Afrique, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas... vous représentez au monde de l'extérieur, à la planète, une modernité africaine. D'accord, il faut le dire aux Gabonais qui vous regardent. Parce que là, vous parlez aux fonctionnaires internationaux que je suis en tant que journaliste. Un politicien. Ouais. Mais vous représentez une modernité africaine, vous, les Gabonais, les Gabonaises. Vous l'avez fait depuis très longtemps. C'est une population éduquée. C'est une population tolérante. C'est une population... Est-ce que je refuse de reconnaître qu'il y a des défis? Non, pas du tout. Il y a certainement des défis au Gabon, comme dans tous les pays du monde. Mais pour moi, en tant que personne qui connaît assez bien maintenant le continent africain, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, je ne suis pas bantou, sauf peut-être que parfois je suis honoré d'être la sœur de Françoise, le frère de Françoise plutôt. Mais j'ai connu beaucoup de pays africains qui sont beaucoup plus fermés que le Gabon. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. Et là, je vous poserai cette question et vous me permettrez de vous titiller. Lorsqu'on parle de dépénalisation, tant pour le cas du Gabon que les autres pays africains, est-ce que la politique de natalité ne serait pas mise en cause? Parce que si un homme doit pouvoir accepter de se retrouver avec un autre homme, une femme avec une autre femme, la procréation, donnée par Dieu, est remise en cause, comment voyez-vous l'avenir du continent africain? Je commence par vous, puisque vous êtes une femme, docteur Françoise. C'est pourquoi j'ai commencé pour répondre à cette question, je reviens sur les données que j'ai parlé. D'accord. Nous allons y aller au pas de course, il ne nous reste que 2 minutes à passer ensemble. Les personnes homosexuelles, c'est moins de 1% de la population. D'accord. Donc, cela ne va pas avoir un impact sur la natalité. D'accord. Et on peut les sacrifier, tout de même, ça va. Si c'est aujourd'hui, il y a des gens qui décident. Je vous titille, en même temps. Oui, je sais. Il y a des gens qui décident de ne pas avoir des enfants, alors qu'ils sont en union hétérosexuelle. Il y a des gens qui ne décident pas, mais qui malheureusement ne peuvent pas avoir des enfants parce qu'ils ont une stérilité primaire ou secondaire. Oui. Mais pour les homosexuels, je ne crois pas que ça va avoir un impact sur la natalité. Je sais que le Gabon est un pays nataliste et parmi les arguments que j'échange beaucoup sur ce sujet depuis ces derniers jours, il me parle également de ça, et je ne crois pas que ça va avoir une influence. Surtout que le Gabon est un pays également qui légalise la polygamie. Donc,
si la polygamie est légale, Ouais, qui vient de légaliser la polygamie. Oui. qui vient de légaliser la polygamie. Là, c'est légalisé. Hein. C'est même pas dépénaliser la non-polygamie, c'est légaliser la polygamie. Le Gabon vient en plus, en termes d'évaluation, de dépénaliser l'adultère, qui était un acte injuste envers les femmes. Parce que au moment où il y avait la pénalisation de l'adultère, c'était beaucoup plus en défaveur des femmes qu'en défaveur des hommes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une question qui est discutée. Je n'aimerais pas revenir sur cette question-là. D'accord. Je ne vous demanderai même pas ce serait quoi l'avenir des Gabonais. Mais bon. parce que c'est une question vraiment qui aurait dû aussi diviser, mais qui n'a pas aussi divisé que ça. Et vraiment, pour revenir à ça, je ne pense pas qu'en termes de natalité, que le fait d'avoir retiré l'article 5 qui pénalisait une personne d'une amende colossale pour ce qu'il est, de 5 millions. De 5 millions et puis un emprisonnement de 5 mois. Oui. Et je me demande, de 6 mois. Et je me demandais même, par rapport à cette question-là, quand c'était encore, on allait le pénaliser jusqu'à quand? Parce que ce n'est pas en sortant de la prison qu'il allait changer d'identité sexuelle. Est-ce qu'on allait la remettre encore une fois? Parce que ça n'avait pas de sens de pénaliser en état d'une personne. Donc cela aussi, ça revient, je pense qu'on a remis les pendules à l'heure. Voilà, docteur Stéphane, 30 secondes, votre mot de la fin. La diversité, c'est la richesse. Oui. Hein? Et le Gabon, c'est une mosaïque. Et c'est ça, sa force. C'est une mosaïque de peuples, hein, des ethnies. C'est une mosaïque de régions, de cultures. C'est une mosaïque de race même, une mosaïque de nationalité et une mosaïque de sexualité. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez le docteur Stéphane Jackson, coordinateur du système des Nations Unies au Gabon, Françoise Ndaïchimié, représentant de l'ONU-SIDA au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous abordons les questions liées à la dépénalisation de l'homosexualité et puis le racisme qui existe dans le monde. Merci. Et vous, n'oubliez surtout pas, vous qui êtes à rester des nôtres, qu'en cette période de pandémie, de lutte contre le nouveau coronavirus, il faut pouvoir respecter les gestes barrières, avoir son masque. Le port, d'ailleurs, est obligatoire au Gabon. Un gel hydroalcoolique par-devers soi, si on n'a pas la possibilité de se laver les mains au moins toutes les 5 minutes ou à chaque instant. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos antennes, nos programmes se poursuivent. Au revoir.